Bonsoir Georges Belair. Bonsoir Hélène. Je suis tellement contente de t'avoir sur ce plateau. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Voilà, j'ai décidé sur Bonheur TV que tous ceux qui nous ont suivis depuis le tout début de cette chaîne et qui ont donné leur témoignage de paix, et bien maintenant on leur fait une place pour parler de leur magnifique carrière. Parce que toi, je ne sais pas, tu m'as dit 50 ans de carrière? Oui, c'est ça, C'est ça? c'est ça. Tu as commencé très tôt en fait. Oui, oui, très très jeune, je me suis sauvé de chez moi pour aller faire de la pantomime comique à l'échelle de Jacob et j'avais 16 ans. Voilà, j'ai commencé donc sur scène à 16 ans et j'y suis resté longtemps, ce qui m'a permis d'aller aux États-Unis, puisque après j'ai été pris sur le France et ça m'a permis d'être... En fait, ça m'a permis de rencontrer Lee Strasberg et ça a changé ma vie. Donc le fait d'avoir été à l'échelle de... C'est un peu les papillons, hein, c'est quand même formidable une vie avec le recul qu'on a aujourd'hui, à mon âge. C'est que c'est ça, on s'aperçoit que c'est un enchaînement, les dominos. Et voilà, et moi c'est parti comme ça et ça a été beaucoup de plaisir, de joie et de rencontres surtout. J'adore ce métier. Tu as tout de suite tourné en fait, t'as tout de suite tourné J'ai dans tout de suite joué au théâtre, j'ai rencontré un réalisateur en lui rentrant dedans sur les Champs-Élysées. Voilà, j'ai joué un figurant. Enfin, j'avais une phrase à dire dans Cymbeline de Shakespeare. Il y avait Jean-Claude Drault qui jouait dedans. Et j'ai été pris parce qu'à l'époque, on était blond. Alors, je n'étais pas blond du tout, mais on avait dit on cherche 3 blonds et 3 bruns. Donc moi, je m'étais fait blond. Et on disait vive le roi. C'est tout ce qu'on disait. Mais d'un seul coup, il a dit non, c'est pas bien, on va vous mettre un home. Donc même ma mère ne m'a pas reconnu. Mais j'ai rencontré Jean-Claude Drault qui montait une merveille de pièce qui s'appelait Cimetière de voitures d'Arabal, mis en scène par un génie de l'époque, Victor Garcia, et il m'a donné un rôle très important dedans. Et donc je suis passé directement du porteur grâce à Jean-Claude Drault, je lui dois beaucoup, et je me suis retrouvé sur scène. Et le plaisir continue, et le plaisir est là, et voilà. C'est un virus. Et tu le savais, petit garçon, que c'était ça? Que ça. Tu avais conscience de que ça? ça. Je ne voulais faire que ça. Et tu disais rien à tes parents parce Bien que sûr, ils le savaient. Ils étaient très déprimés. Parce qu'on ne le disait pas, moi, que je voulais être chanteuse, je ne l'ai jamais dit. Bien sûr, c'était pas bien. Et puis ça Mais faisait non, peur aux parents, mais je métier. comprends, hein, ça Oui, fait oui, peur. Moi, si mes enfants m'avaient dit ça, moi j'aurais eu très très peur. Mais ils m'appelaient l'artiste très vite parce que j'essayais de les faire rire, je piquais des sketchs. Comique, hein. Oui, et puis la scène, la pantomime à l'époque, puisque j'étais très timide. Donc j'étais très fasciné par la pantomime. On avait monté, je faisais partie d'un groupe de jeunes, et à 14 ans, on avait monté un spectacle qu'on avait joué à la République devant une salle comble, que de pantomime. Et ça m'avait donné vraiment envie de continuer. Donc voilà, tout ça est un enchaînement Extraordinaire. Et qu'est-ce que tu leur disais? Parce que tu t'en allais le soir, je suppose, tu rentrais tard. Ah, mes parents ne savaient pas, j'allais me coucher, puis je me levais. Tu mettais un traversin puis dans le lit. Je passais par la fenêtre, je prenais le bus, tout ça, j'arrivais à Saint-Germain-des-Prés, je faisais mon numéro qui durait un petit quart d'heure, et puis on me payait à l'époque 25 francs. D'accord. Même pas 5 euros, et avec ça je pouvais me payer le taxi parce qu'il n'y avait plus de métro, et j'aurais allé me retoucher dans mon lit. Donc ils l'ont jamais su, ils l'ont appris 3-4 ans après. D'accord. Donc c'est bien parce que tu as pu enchaîner tout de suite les rôles. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, Parce que c'est ça, moi j'étais en admiration devant les comédiens, parce que moi j'avais un métier pour faire plaisir à mes parents. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'artistique qui n'en a pas l'air? Oui. Et j'avais trouvé, alors que j'étais en année de fac, je dis, je laisse tout tomber, je vais être visagiste, esthéticienne visagiste. Très bien. Et donc ça va. Et puis je deviens directrice très tôt, 26 ans. Et donc, moi, j'étais habituée à avoir un salaire tous les mois, etc. Bien sûr. Et je vivais avec un comédien. Et j'étais en admiration. Je disais, mais quelle foi en la vie. Il faut avoir un courage. Il y a du courage, parce que c'est vrai que c'est un des seuls métiers au monde. Tu sais pas le lendemain. Comme auteur, hein, bien sûr, comme artiste peintre, on n'en parle même pas. Hein, c'est pire, parce qu'il y a un marché qui est très dur. Et qui dépasse complètement l'artiste. C'est difficile de se dire pour un comédien, il fait un métier qui peut s'arrêter absolument à n'importe quel moment. Et c'est arrivé à des tas de gens. Et c'est difficile de faire
une carrière, c'est-à-dire pas forcément une grande carrière, Mais non, mais faire une carrière, c'est-à-dire d'en vivre c'est toute ça, sa et vie. de pouvoir. Et puis, moi, j'ai eu la chance aussi, grâce à l'Acteur Studio, de comprendre très vite, je suis très fier d'être ici à la SACD, parce que je suis à la SACD depuis mes débuts. J'ai tout de suite écrit, Ouais. j'ai tout de suite produit, j'ai tout de suite mis en scène. C'est-à-dire, je me suis élargi un peu ce métier, pas resté forcément. Voilà, c'est un métier magnifique. C'est un métier magnifique quand on a la chance de le faire. Parce que rien n'est pire pour un comédien de ne pas terrible, le faire. c'est Ouais. ça. Très frustrant. Ouais, donc moi j'étais vraiment, je me disais, ils ont une foi Oui, c'est extraordinaire en vrai. la vie, en Oui, eux-mêmes, oui. en leurs propres La conscience. valeurs, et la joie qu'ils avaient, et puis cet éclatement là quand ils étaient sur scène, et j'étais baba, quoi. Je me disais Voilà. non, moi je ferais jamais ça, parce que Et c'est puis, trop, quoi. quand Et même, puis je l'ai fait quand bien même. sûr, Oui, j'ai sauté le pas. bien sûr. Tu bien sais sûr. pourquoi? Parce Non. qu'un jour, j'ai demandé à la vie, hein, j'ai dit voilà, moi j'ai un stock de chansons, je chantais de temps en temps, justement, dans ces cabarets que tu citais, en douce, hein, je disais rien à Bien personne. sûr. C'est Mais génial. s'il faut que j'y aille, je suis d'accord, mais il me faut au moins une année sabbatique, tu vois, avec de l'argent devant pour que je puisse engager des Voilà. musiciens et tout. Exactement. Ah oui, parce que c'est ça. Il fallait- Et oui, C'est ça. Ouais. j'aimerais beaucoup le faire, mais je trouvais ça très compliqué. Alors, au lieu de ça, on me nomme directrice. Je dis, c'est pas ça que j'ai demandé. Tu vois la vie. Et ben voilà. Eh ben non, mais c'était Ça m'a pas- formidable. bien Salaire sûr, ça a multiplié permis- par 4 ou voilà, 5. ça t'a permis de te produire et de commencer. Pas tout de suite, mais ils ont. En fait, c'était une boîte qui était en train de sauver les meubles en Grande-Bretagne, tu vois. Et ils se sont dit, bah, la petite là, elle travaille très bien à Paris. Elle va nous mettre tout ça dans toute la France et ça va être parfait. C'était un bon truc. Et puis ils ont fermé leurs portes, ils ont fait faillite en Angleterre. C'était une histoire très compliquée et j'ai pu être licenciée avec des dommagements très conséquents et tapis Écoute, rouges et formidable, tout. tu vois. Et j'ai pris mon année sabbatique, mais Et ben beaucoup voilà. mieux. Mais c'est du coup. C'était ben, miraculeux. ben, Mais voilà. j'osais pas y aller encore. Hein. Mais il y a toujours. C'est pour ça, je crois que la chance, on la croise forcément à un moment donné sur le parcours. La chance, elle est là, sauf qu'après, il faut être à la hauteur. J'avais peur. À la hauteur, voilà. Il faut être à la J'avais hauteur. très peur et il m'a fallu plusieurs mois avant d'oser. De dire bon, ben, j'y vais parce que quand même, il y a. Pas il y a évident trop- à faire. Hein. oui, bien sûr, pas évident Ouais. du tout. Non, parce que tu te dis, bah, je peux retourner en arrière, hein, je connais. Oui, puis non seulement, voilà, encore tu avais de la chance, tu avais un métier, moi je n'en avais pas. Donc tu te dis, à un moment donné, tu te dis, là j'ai de la chance, mais il y a une angoisse perpétuelle. Et puis j'ai eu de la chance de rencontrer, par exemple, Médecin de nuit, un feuilleton Oui. qui a été Ah, bah, c'était hyper connu. vachement hein, connu, ouais. qui a été vachement Et Les formidable. Mariés de l'an 2. Les Mariés de l'an 2 avec Jean-Paul Belmondo, le Ouais. film de Rapneau, qui était formidable, une aventure magnifique et humaine surtout. Jean-Paul Belmondo était, Un amour. plus que ça, c'était vraiment, c'est rare, vous savez, parce que arriver à ce degré de notoriété et de garder La simplicité. cette simplicité, Cette gentillesse et cette cette générosité, cette ouverture. Moi, j'étais pétrifié, je claquais des dents. Il m'a rassuré, il m'a aidé. Lui et Charlie Coubesserian, qui était son maquilleur, c'était des êtres formidables. ton Mais protégé. c'est souvent le cas, hein, quand on Quand c'est rencontre très les haut. grands comme Oui, ça. c'est ça. Il y a On voit toujours des cette gens, gentillesse et cette. Ah oui, moi j'ai des cette souvenirs ouverture, avec ouais. des monstres. Anthony Quinn demandant à rester sous la pluie pour me donner le regard. Adorable. Alors tu te dis, c'est Anthony Quinn quand même. Quel âge Merde. t'avais là? 24 ans, 25 ans, et tourne avec des monstres pareils, Mitchum, des gens, ce sont des hors normes, et ils ont tous cette générosité-là. Alors bien sûr, Jean-Yann, j'ai eu le bonheur, l'honneur d'avoir eu son amitié, de l'avoir rencontré sur Fantasia chez les Ploucs. Ouais. Ça, c'est les années, alors, j'ai 21 ou 22 ans, et on ne s'est jamais quitté. C'était l'homme le plus extraordinaire, le plus gentil, le plus drôle. charmant, le plus intelligent, le plus tout que j'ai rencontré. Voilà, ça a été une chance de le croiser dans une vie. Et de passer du pantomime à la comédie, t'as aimé tout de suite? J'avais un problème, moi, avant d'arriver aux États-Unis, avec la confiance en soi, avec le lâcher-prise, avec tout ça qu'on ne sait pas trop faire en France. Donc je faisais de la pantomime.
Et sur le franc, je cassais la baraque. Je faisais des petits sketchs rigolos de 3 minutes. Il y en avait une dizaine. Les gens étaient pliés en deux. Formidable. Quand je suis arrivé chez Lee Strasberg, bon, je ne vais pas vous raconter comment je l'ai croisé. Vas-y, Enfin, je le croise à une soirée. Je suis invité par un gars du France, etc. Ouais. Et le type me dit, lui, c'est le plus grand, c'est Lee Strasberg. J'étais venu pour lui. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, je ne parlais pas anglais du tout. Hein. En plus. Et on me dit, il faut lui voir, il faut le voir. Ouais. Le type parlait un peu français, je l'ai touché, il a vu la pantomime que je faisais sur les France, blablabla. Il m'a dit, bon, tu vas entrer dans mon cours, si tu le rates une fois, tu es viré, et tu n'as pas payé, il faut être à la hauteur. Et il m'a mis dans les mains d'un gars qui s'appelait Paul Curtis, et ils m'ont donné la voix. Je peux vous dire que des exercices formidables. Ouais. Ils m'ont libéré, ils m'ont donné la voix, ils m'ont donné il fallait que tu ailles là-bas. Hein. Ah oui, il fallait que je rencontre ces gars-là. Ah oui, l'acteur studio à ce niveau-là, ça changeait une vie. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas qu'un cours pour être acteur, c'était un cours. D'ailleurs, je me sers encore aujourd'hui, je ne parle pas dans mon métier, de tout ce que j'ai appris en 2 ans avec eux dans la vie de tous les jours. C'est incroyable. Ça a changé vraiment. Au niveau même de la respiration, celle que tu connais, toi tu es chanteuse, les gens ne savent pas respirer, on va donner donc la voix en me donnant la respiration, etc. Ça a été une aventure formidable. Et comme ces cours, ils vont très loin, et on va chercher très loin en soi les fêlures, parce que quoi qu'on dise, un acteur, il a beau interpréter, c'est toujours lui. Hein. Bien sûr. Donc c'est une facette. C'est une facette d'un être humain. Mais on a tous des facettes. Donc, savoir s'en servir, c'est-à-dire, lui, il appelle la palette émotionnelle, se servir de chaque palette, de chaque couleur pour savoir laquelle utiliser à des moments donnés de sa vie, c'est formidable. Et puis alors, il apprend le non-verbal. Et moi, je suis très sensible à ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit sans rien, sans les mots, et que l'autre comprend et ressent sans le comprendre, sans le savoir. Et cet échange-là, fusionnel ou pas, c'est-à-dire qu'on a tout de suite quelqu'un antipathique, où on l'aime, ou on l'aime pas, où on a envie, ou on n'a pas envie, tout ça, ça se travaille. Ça vient de là. Ouais, ça se travaille. Et il travaille tout ça. Par exemple, il donne un cours sur comment avoir un rôle. Ce qui est impensable en France. Ouais. Et c'est grâce à ça que j'ai eu mon rôle. Ah, c'est une histoire de fou. Hein. Ah oui, c'est une histoire de fou. Il apprend à avoir un rôle. Parce qu'il te dit, lequel a le plus peur? Moi, je m'adresse aux acteurs, aux auteurs. Là. Ouais. Lequel a le plus peur? Le gars qui fait un film qui coûte des millions d'euros, qui s'emmerde à monter depuis des années, qui a une pression d'enfer, ou l'acteur qui aura ou pas le rôle, mais lequel qui a le plus peur? C'est le réalisateur. Mais voilà. Donc son boulot à l'acteur, c'est pas arriver tremblant en disant pourvu que j'ai le rôle, c'est arriver tellement étendu et en le plaignant, en se mettant à sa place, qu'on établit un autre rapport. Hein. C'est-à-dire que c'est plus... donc voilà. Et tu as eu ton... le premier. Ah oui, oui. Moi, grâce à ça. Ah mais attends, c'est pire que tout, c'est une histoire de fou. C'est à mourir de rire. Quand je suis rentré des États-Unis, j'étais absolument connu de personne, à part ma mère. Je ne connaissais personne en France. Personne. Tu avais 21 Et je suis rentré, j'ai 20 ans. 20 ans. J'ai été obligé de faire un peu mon service militaire, je dis un peu parce que j'ai réussi à me faire réformer. En étant un peu malade. Et enfin, hein, dans la famille, on est vite malade quand il faut faire service militaire. Donc, voilà. Donc on ne l'a pas fait. Je ne suis pas fier, hein, mais j'avais autre chose à faire, franchement. Ouais. On m'avait mis chauffeur en Allemagne, je n'avais pas envie d'être chauffeur en Allemagne. Bon, donc, oui, et puis alors, 2 ans, hein. Il faut avoir un agent. On me dit il faut avoir un agent. Ouais. Alors comment on a un agent? Où je trouve ça? Alors j'appelle. Dans le bottin, il y a une liste, hein, impresario. Alors, le premier, vous êtes qui? Georges Meller, vous avez fait quoi par rien? Mais hop, terminé. Le deuxième, bonjour, vous êtes qui? Georges Meller, je parle anglais, je reviens, au revoir. Le troisième, acteur studio. Immédiatement, concentration. J'ai fait, alors, premier, le cours. Alors, je appelais des États-Unis. À l'époque, c'était très impressionnant.
Alors ça a donné bonjour, on m'a dit que vous étiez un très bon agent, je suis en train de tourner The Man from the Other Shit avec Black and White et je serai à Paris après-demain, est-ce que je peux vous rencontrer à 15h? Oui. Excellent. Donc je suis arrivé à 15h et le mec m'a fait signer immédiatement un contrat et il m'envoie sur Les Pétroleuses, le film avec Brigitte Bardot, Lola Et Cardinal. c'était vrai que tu étais en train de tourner? Rien du Non, tout, du tout. rien du tout. J'étais déjà en France depuis. Donc j'arrive sur Les Pétroleuses et ils cherchent des jeunes pour faire les 4 frères de Lola Cardinal. À l'époque, Lola Cardinal, c'est la star c'était une internationale. grande- Quant à Ouais. Brigitte Bardot, j'en parle même pas. Ouais. C'est planétaire, c'est mondial, Ouais. c'est universel. Bon, bref. Donc tout ça est vrai hein, sur la Ouais, tête de. Et on me fait dire viens en jean, bottes et avec une chemise. Rendez-vous à 14h. J'arrive à 14h, c'était à l'hôtel Raphaël, là. Ouais. J'arrive à 14h, il y avait déjà une centaine de gars en bottes, en jean et avec des chemises. Donc, recours acteur studio, je vais voir l'assistant. Je lui dis, je suis Georges Belair. Oui, oui, très bien, je suis attendu, j'ai rendez-vous à 14h. Il me fait, tout le monde a rendez-vous à 14h. Je lui fais, oui, mais moi, je ne peux pas rester parce que je tourne. Oui, J'étais bien fou. sûr. Ah bon, vous tournez avec qui? The Man from the Other Shit. Avec, ils sont en bas, ils m'attendent. Alors, ah ben, alors si vous Ah tournez, bon. vous allez passer dans Oh, les premiers. Et voilà, alors, on me pousse. Je rentre dans une pièce comme celle-ci. Il y avait Ouais. un monsieur comme ça. Ouais. Puis il y avait des gens debout. Et le type me pousse et il fait Georges Belair. Le type, c'était couturier, il s'appelait. C'était un très bon assistant. Et il me pousse et il fait Georges Belair. Et le type, comme ça, me regarde, il fait trop grand. Et c'était fini. Et moi, je le regarde, je lui fais trop gros. Oh, c'est pas Je vrai. te jure. Et là, il y a eu un temps de. Aïe, aïe, aïe. Quand je dis dégonflé, franchement, il s'est dégonflé. Et alors, autour, il y avait comme. Les gens se regardaient, une sorte de panique. Terrifié. Il plonge, Guy Casaril, son nez dans les papiers. Il fait, mesure combien l'acteur italien? Alors, 1m83. Il me fait, et vous? Je fais 1m83. C'est lui. Voilà. Donc, si je n'avais pas dit trop gros, ma vie changeait. Donc, C'est voilà. incroyable. Voilà. Mais ça, je remercie donc le cours de m'avoir appris. Tu l'as écrit tout ça? Tu nous as fait? Non. Non. Non, non, je ne crois pas que les mémoires, mais à part c'est- d'être ça, un c'est- génie, les mémoires font chier tout le monde. Moi, Oh non, 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 c'est hyper intéressant, tu te rends compte. oui, mais c'est enfin, plein il faut de- vraiment avoir vécu. Jean-Yann, c'est- voilà, ses mémoires, il ne l'a pas fait, je regrette. Mais, voilà, des gens qui avaient Tu pourrais écrire cette les culture-là. Moi, je n'ai pas cette culture-là. Moi, j'ai vécu, j'ai eu la chance de rencontrer au bon moment de ma vie des gens comme une bille de flipper qui m'ont. C'est un peu arrivé à Coluche. On était des amis d'enfance à Coluche, avec Devers, avec Jonas qui porte devant. Moi, j'habite Vanves. Tous ces jeunes rêvaient de faire du théâtre. Vous vous rendez compte? Et on se connaissait, on se fréquentait. C'est bizarre. Toutes ces baby-booms, là, c'est après-guerre. Et on a continué à se suivre, on est restés amis. C'est cette envie d'être sur scène, je ne sais pas pourquoi. Ben, certainement que c'était prévu de longue date. Voilà, et puis c'était, je ne sais pas, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que je prends beaucoup de plaisir. C'est une chance formidable de faire ce métier, c'est un beau métier. Oui, et puis de le savoir tout petit aussi. De le savoir, oui, c'est d'avoir une passion, c'est vrai que ça aide à vivre, hein, c'est d'avoir vraiment une envie très forte, ça te pousse à faire... Le fait d'être parti de chez moi aussi, d'avoir coupé avec mes parents très jeunes et d'être parti tout seul sans parler l'anglais aux États-Unis, ça m'a beaucoup fait très grandir. courageux. Non, ça m'a fait grandir. Je suis rentré, j'étais plus tout à fait le même. J'avais vécu loin, j'avais pris des décisions, j'étais obligé de me Tu battre. parlais bien après au retour. Ah, complètement, j'étais bilingue. Ah oui. Quand on a 20 ans, 18 ans et qu'on part dans un pays où on ne parle pas une broc, au bout de 2 mois, on parle complètement la langue. Oui. J'ai fait tous les métiers de la terre. Pour survivre, j'ai dû faire 100 métiers là-bas pour vivre. Quel genre de truc? Oh, bah, Quoi, j'étais dans les serveur, journaux très vite. Parce que je disais oui à tout pour pouvoir gagner ma vie. Parce qu'aux États-Unis, on vous donne en liquide, si vous tenez 4 heures, on vous donne $30. Parce que si c'est $15 de l'heure ou $10 de l'heure, on vous donne vos $20, on vous fout dehors, mais on vous donne vos $20. D'accord. Donc il fallait dire oui pour avoir mes $20. Donc sûr. tout ce qu'on me proposait, oui. Et on m'a proposé d'être laveur de carreaux. Donc j'ai dit oui.
un copain qui devait le faire, un gars que j'avais connu qui travaillait sur le France, m'avait dit téléphone à un copain à moi qui est français, il te dira peut-être. Et moi je ne parlais pas anglais. Bien sûr. Et le type me dit si tu veux, je peux te dépanner, laveur de carreaux, va demain à telle heure, rendez-vous à tel angle de rue, il y a un monsieur Black qui va t'attendre, il lave les carreaux, tu vas l'aider. Et moi je suis allé avec mon costume pied de poule que ma mère m'avait très joliment offert pour faire beau aux États-Unis, intelligent, pour aller laver des carreaux, formidable. Et je me suis retrouvé à 7h du matin avec un énorme Black très sympathique qui m'a dit « Watch !» Watch. Je l'ai suivi, on a pris un ascenseur très 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 longtemps. On est monté très 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 haut. Il m'a redit watch. Ouais. Il a mis une ceinture très large comme ça, avec 2 crochets. Il a ouvert la fenêtre, il s'accroche à gauche, puis après il sort la tête, il va dehors, et là il s'accroche à droite, et il se penche dehors, et il nettoie la fenêtre, que tout tombe dessus, tout tombe sur la tronche. Et il me dit watch, il en fait 2, puis après il me dit à moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est que moi, je me suis accroché, d'abord il faisait moins 12 dehors, je me suis accroché d'un côté, et après je n'ai pas pu bouger. Je pouvais plus bouger. Donc je suis resté coincé dehors. Mon Dieu. Donc il a dû appeler les pompiers, Oh là là. qui sont venus en bas, ça a pris des heures, qui sont venus en bas faire un truc pour pouvoir, si je tombe, voilà. Donc ils ont fait des photos et j'ai été dans le journal, à peine 3 jours après. Voilà, j'étais pendu au 122e étage à New York. Voilà, ça, mais tu as eu tes 30 $. Non, là, ce jour-là, j'ai eu un grand coup de pied au cul. Non, mais j'ai fait, voilà, j'étais serveur, j'ai été chanteur de charme, j'ai été chauffeur de chanteur de charme, tu chantais en anglais? Je chantais en français, parce que c'était d'un cabaret, genre rive gauche, dans le Village, à l'époque. Et là aussi, grâce aux France, comme je montais absolument à tout le monde et que le France était une carte de visite phénoménale, j'avais rencontré des gens d'orchestre sur le France. Il y avait un orchestre, il y avait des musiciens, il y avait des chanteurs, il y avait l'orchestre d'Édith Piaf, enfin bon. Et ils m'ont donné donc des tuyaux, ils m'ont dit « mais ils cherchent toujours des chanteurs français, t'as qu'à dire que t'es chanteur ». Donc ils m'ont donné les paroles, et je chantais la mer de Trenet, je chantais les chansons françaises. Voilà, pas très très bien sûrement. D'ailleurs, quand on m'a demandé en quel ton, j'étais déjà très emmerdé. Mais enfin bon, si, ça le faisait, il était très content, le patron. Et là, j'avais commencé à gagner ma vie. Et après, j'ai commencé à faire de la pantomime comique à New York, au Village. Ça s'est passé partout. Là, ça a commencé à cartonner. Je commençais à vivre bien aux États-Unis parce que là, je commençais. Et puis, j'ai eu un impresario qui m'a fait faire des tours. Alors, dans les hôtels, le week-end, les Américains, il y a des spectacles, donc on paye des artistes, etc. Et alors, le fait d'avoir fait le France, tout ça, c'était sur la carte de visite. Voilà. Et puis, français, il y avait un côté à l'époque, Frenchy, voilà. Marcel Marceau, tout ça. Et oui. Voilà, pantomime. Donc, ça m'a fait faire. J'ai pu tenir 2 ans aux États-Unis parce que je suis parti avec 100 $, moi. Donc, après 2 jours, il n'y avait plus 100 $. Donc, à partir du 2e jour, il a fallu que je tienne pendant 2 ans. Donc, voilà, j'ai trouvé. Tu les appelais, tes parents, de temps en temps? À l'époque, c'était très compliqué, très cher. Et il y avait pas. On ne se rend pas compte à quel point les États-Unis étaient loin. Maintenant, c'est à 6 heures d'avion. New York, à l'époque, c'était genre. D'abord, sur le France, je mettais 5 jours, c'était magnifique. Mais sinon, même on ne prenait pas l'avion, c'était très peu. Les gens étaient très chers. C'était très loin. Voilà. Alors, il n'y avait pas de téléphone. On s'écrivait. Alors, j'écrivais beaucoup à mes parents. Et puis, le cours était tellement magnifique. Alors, après le travail, après avoir été barman et tout ça, j'allais à mon cours. Parce que si on avait 1 minute de retard, 1 minute. On était viré. Viré. Pour l'année. Ah oui, ouais. Temps. Donc, c'était, la vache, professionnel. J'ai appris à être à l'heure. Là-bas, il n'y a pas. T'es malade, tu téléphones pas, tu viens. Je veux voir si tu es malade. Si tu es malade, je te dirai, tu peux rentrer chez toi. D'accord. Voilà. Il n'y a pas, j'ai pas pu parce qu'il y a une grève. Viré. Ça n'existe pas. Mais non, parce qu'au théâtre, il faut être là. Au spectacle, il faut être là. Ça rigole pas avec eux. C'est très, très professionnel. Ben, dis donc, quelle expérience. Hein. Voilà. Et donc, alors, tu en étais au Marié de l'an 2 Oui, c'était au cinéma, et puis d'avoir rencontré Francis Blanche. Sur le premier film que j'ai fait en rentrant des États-Unis,
je suis gagman sur un film qui s'appelle « Faut pas pousser grand-mère dans les cactus Dans les cactus, ouais. » un film de Jean-Claude Dague Ça me dit quelque chose. avec, tenez-vous bien, Francis Blanche en rôle principal et Marielle Guatchel, la championne de ski. Elle jouait dans le film. Oui. Et alors, ce monsieur faisait des casses pour payer des acteurs. On ne le savait pas. Donc on était payé en liquide à la fin du mois parce qu'il avait fait la banque de la poste et il s'est fait choper par la police et il a fait beaucoup de prison. Nous on l'a su qu'une fois qu'il avait... bien payé. Nous on a été payé. Et j'ai surtout rencontré Francis Blanche puisque j'avais 7 ou 8 rôles dans le film et j'avais écrit des gags. Et il a été très gentil, très touché par les gags et c'était un type comme Jean-Yann formidable. Donc il m'a pris sous sa coupe et j'ai pu, jusqu'au bout de sa vie, être avec lui, le suivre, apprendre, aller à la radio, le suivre. J'ai été avec lui, j'apprenais beaucoup. C'est un homme intelligent, brillant, drôle. Il faisait des trucs mais surréalistes. Rien que pour le plaisir de rire. Ça, j'ai appris aussi. Il riait de la vie. Alors, pas de chance, il est mort très tôt. Mais il riait. Alors, il faisait des choses surréalistes. Il avait mis un faux réservoir dans sa voiture qui était gigantesque. Il avait une voiture américaine de 15 mètres de long à l'époque. Ouais. Je pense que c'était une Cadillac ou je ne sais pas quoi. Et alors, il y avait un seul bouchon et à l'époque, il y avait des pompistes. Oui. Donc, il s'arrêtait devant. Il arrivait genre en panne. Le pompiste se précipitait pour lui mettre... Il faisait non, 1 litre d'eau. Alors, le type ouvrait le seul bouchon qu'il y avait, là, mettait 1 litre d'eau, et là, merci, et enfermait, et là, et parce qu'il y avait 2 réservoirs, un faux où on pouvait mettre de l'eau, et l'autre était caché. Donc, rien que pour voir la tronche tête, du type dans son rétroviseur. C'est une voiture qui circule à l'eau. Oui, il était vicelard. Il faisait alors oui, mais ça l'a éclaté. Ah, il était incroyable. C'était un type incroyable, drôle, quel talent. Il était allumé avec Pierre Dac. Ce sont les... Je dirais que... Votre sérénité, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Pierre Dac, Francis Blanche sont les pères spirituels de Jean-Yann. Jean-Yann étant le père spirituel de Coluche. Il y a cette tradition qui est formidable. Et moi, j'ai eu cette chance incroyable. Je vous parlais de Billes de Flipper. C'est d'avoir aimé tous ces gens-là et les avoir rencontrés et d'avoir pu travailler avec eux. Donc, j'ai une chance formidable. Donc, je vous dis, j'ai de la chance. Et alors que tu t'es mis à écrire des pièces de théâtre, bien sûr. J'ai adapté, nous avons adapté Tempo, on a eu un Molière, à l'époque ça avait fait beaucoup de bruit. Après, je me suis mis à écrire des pièces. Jean Lefebvre en a joué une, que j'ai écrite pour lui aux Nouveautés, qui s'appelait Mais qui est qui. Après, j'ai écrit pour moi. Et là, j'ai écrit une pièce avec Thierry Taïeb, un très bon auteur, déposé à la SACD, qui va partir en tournée en 2023, Inch'Allah. 2023, voilà. Et donc, je suis très heureux parce que voilà, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Moi, je crois que je suis venue te voir quand on t'a filmé pour le témoignage d'épée. C'était Déjazé. Oh, Déjazé. Déjazé ou Déjazé? Déjazé, je ne sais plus. C'était une star. De temps en temps, ils le disent, et de temps en temps... C'est une star de... Alors, ça a été une star de théâtre, cette femme-là. D'accord. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Moi non plus. Ça. Et Marie-Antoinette a été... alors ça, j'ai appris aussi, dans le Déjazé ou Déjazé. Elle a été... avant d'être mise à la Bastille, elle est restée 3 semaines dans ce théâtre. Oh, c'était une prison, en fait. Alors, en fait, c'est bizarre. Oui, c'est très étrange. Ouais. Oui, c'est un vieux théâtre. Je crois que ça s'appelait, je ne sais plus comment, c'était un truc rigolo. Sur les vampires, non? Je me demande. Je ne sais plus, on en fait beaucoup. Tu en as fait tellement. Bah oui, il y a une liste. Oui, et puis j'ai eu de la chance de rencontrer des vrais gros succès populaires. Pauvre France, ça a été un événement incroyable. Hein. Ça a été 4 ans de ma vie, mais c'était monstrueux. On était complets tous les soirs, absolument dans tous les théâtres. Après, il y a eu 500 dates de tournée. Le Palais Royal était plein pendant 2 ans. Après, on a été à Édouard VII, c'était plein pendant 1 an. Après, on a été aux Champs-Élysées, c'était c'est du plein. Bonheur, ça. Alors, ça, c'est du bonheur. On s'entendait tous très bien, c'était joyeux. Voilà, c'est de la chance. C'est de la chance, hein, parce qu'on ne sait jamais avant. Ah ben... Voilà.
quand ça veut ou ça veut pas. Et ton épouse, elle travaille elle est comédienne? Michel est comédienne, oui, elle est comédienne. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés sur scène, dans Ma femme est folle. Donc franchement, Et ben, vous êtes mariés. et on s'est mariés, on s'aime, et ça fait 23, 22, 23 ans. Et vous avez fait 2 filles? Non, 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 les filles, elles étaient faites avant. Oui, oui. Ah, Oui, d'accord. avec une autre maman, D'accord. oui, qui hélas est décédée. D'accord. Voilà. Et tes grands-pères? Et je suis grand-père, et un grand-père gâteux. Oui. T'en as beaucoup? Un, pour ça, forcément, j'en ai qu'un. Maxime, est génial. Donc je suis très très heureux. Et puis ça me fait marrer parce que voilà, avec le recul, je comprends mieux maintenant le regard des parents et des grands-parents. Ouais. C'est malicieux de voir les enfants parce qu'on a tellement de recul. La seule chose qu'on a, en fait, le bien de vieillir, c'est quand on regarde son humour, c'est de pouvoir se marrer de ces moments-là. Quand il essaie de piquer un bonbon, ou quand il fait comme s'il n'en avait pas mangé, il y en a plein sur la tronche de chocolat, des trucs comme ça. J'adore. C'est adorable. Ouais, c'est ça, j'adore. C'est adorable. Donc en ce moment, tu t'occupes de cette pièce-là qui va partir en tournée. Ben oui, elle va. Alors j'ai d'autres projets, je ne sais pas lesquels choisir, parce qu'avec cette pandémie, il y a eu un arrêt brutal. Ouais. Et ça, malheureux, et j'espère que ça ne va pas repartir, enfin que ça va repartir plutôt, et non pas la pandémie, mais c'est mal barré. Donc ça, si c'est la production, elle hésite, elle a raison, c'est cher de monter Bien un sûr. spectacle. La publicité est très chère et tout ça est très cher. Et si les gens... Et vous êtes nombreux sur scène là, 4. Ah oui. Oui. On a écrit justement pendant la pandémie pour pas que ça coûte trop De cher. toute façon, c'est très bien. Non, c'est très une bien pièce d'écrire. que j'aime bien. Ouais. Oui. Et la télévision, c'était quand tu as été animateur. Ça, c'est c'était comme en ça que plus, ça a été c'était le truc, du plaisir aussi. Moi, j'ai appris avec l'Acteur Studio d'accepter. J'étais à l'époque pas très bien vu par mes camarades, mes confrères. Pourquoi acteurs. Ah, parce qu'à l'époque, on faisait... Ah, c'était pas bien de faire de la télé. Ah non, puis il fallait pas. Maintenant, il faut faire de la télé pour réussir, c'est le contraire. Parce que, Être animateur de télé, c'était à pas. l'époque, C'était non, pas c'était bien plus vu. acteur. Aïe, 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 il fait ça, bah donc si, alors... c'est quand même être acteur. Ah bah non, mais pour eux, non. C'était chacun... La France, on aime les étiquettes. Maintenant, c'est fini, c'est brouillé, toutes ces terminé, images-là. tout ça. Mais à une époque, quand on faisait de la pub, Ah, vous savez, oui, on parlait oui, de Jean-Claude on Drouot. descendait. Jean-Claude Drouot a fait Thierry Lafronde. Il l'a fait pendant 5-6 ans, je ne sais pas, c'était un feuilleton qu'on regardait quand on était môme. Puis après, il est rentré à la Comédie Française. Il a fait des films avec Chabrol. Il a joué des rôles dramatiques. C'était un grand acteur. Et bien, entre parenthèses, quand on parlait de lui 30 ans encore après, Jean-Claude Drouot, entre parenthèses, Thierry Lafronde, hop, on l'a mis dans cette boîte une fois pour toutes. Ça, ouais. Il a eu du mal à en sortir. Ouais. C'est emmerdant. Alors, quand vous faites et de la télé, et du théâtre, et des machins. Alors maintenant, ça se fait beaucoup, et je suis ravi, parce que les portes, les murs sont tombés, oui, et on trouve ça au contraire très très bien. Bah, sinon, on comprend. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas qui on était. Si tu non, chantes et tu flou. fais de la C'est pas bien. réalisation et tout, c'est pas bien Non, du c'est tout. pas bien. T'es Il faut animateur. faire qu'une seule chose. Oui. Et voilà. Et toi, tu n'as pas fait ça. Il y a même les acteurs comiques et des acteurs dramatiques. C'est ça, oui. Tu n'as pas le droit d'être les deux. Alors que j'ai eu le bonheur de jouer des drames, et en général, les acteurs qui aiment faire rire, ils sont plutôt... Oui, ils sont très bons dans les drames. Vous savez que Bourvil a eu du mal à s'imposer dans la traversée de Paris. Oui. Il n'en voulait pas, le réalisateur s'est battu pour l'imposer, et l'auteur n'en voulait pas. Et l'auteur et puis l'auteur s'est mis à genoux à la sortie du film en disant « Vous êtes génial, pardon, je ne savais pas ». Voilà. Bourvil pouvait être un grand acteur dramatique, alors qu'il savait me faire poiler. Hein. Comme toi. On essaye. Et alors, tu fais des conférences aussi? Alors, avec ma femme, on a pris en plus, comme on est intéressé de tout, et que j'aimerais transmettre, moi, ce que j'ai appris avec l'Acteur Studio, ce serait dommage, parce que ça aide. Ouais, ça m'a donné des rôles, ça m'a donné des trucs. J'aimerais pouvoir donner ces clés, les offrir jeunesse, à des jeunes acteurs, à des jeunes auteurs. Alors, Michel a passé un examen d'État. Elle a un diplôme d'État. Elle peut donc,
être complètement... elle est reconnue pour pouvoir faire des stages. Enseignante. Voilà, enseignante. Et moi, je peux en faire aussi, puisqu'elle peut en faire. Et on va sans doute monter les C'est stages. bien ça. Voilà, pour pouvoir le lâcher prise, Très bien. la prise de parole Indispensable. en public, comment se sentir mieux, etc. etc. Voilà. Super, On va se génial. servir de ce qu'on a appris, j'essaye de le transmettre. J'ai eu beaucoup de plaisir à donner des cours de comédie. J'ai eu une classe que j'ai prise pendant 2 ans, et ils étaient 10. Et je suis très fier parce que sur les 10, il y en a 6 ou 7 qui sont toujours acteurs 5 ans après Et qui travaille. et qui travaillent. Ah, c'est merveilleux ça. Alors ça me fait plaisir. Ah oui, là, Ouais, tu as réussi voilà, un c'est grand ça. coup. Oui. Voilà. Et j'adore transmettre, j'adore. Ouais. Ouais, parce que c'est tellement agréable de passer quelque chose qui t'a servi. Et tu sentais là, quand tu es sur scène, quand tu es en train de jouer une pièce, la responsabilité qu'on a en tant qu'artiste, etc. Ah ouais, c'est très difficile à expliquer. Toi, tu le comprends parce que tu chantes et sur scène. Le contact charnel avec le public, c'est un dialogue qui s'établit ou pas, mais qui s'établit en général très vite quand on a la chance d'avoir une pièce qui est plutôt pas mal, comique, etc. Alors, je donne, je reçois, je donne. Et alors, j'ai eu, en présentant, on parlait de présenter une émission, quand je présentais, je passe à la télé, pour avoir l'air d'être, pas pour avoir l'air, pour être complètement candide, je ne voulais pas savoir qui je recevais dans mon émission. J'en recevais 5 différents, et je disais, je vais les découvrir, donnez-moi pas leur fiche, vous appelez comment, vous faites quoi, ah bon, à quoi ça sert, ça, je serai plus spontané que si je sais tout sur cette dame-là avant qu'elle arrive, ça ne sert à rien. Très bien. Donc on me fait, ok, très bonne idée. Dans ma loge arrive une dame, je travaille au CNRS, me dit-elle, elle sort un appareil photo beaucoup plus gros que vos caméras, là, un truc comme ça, carré. Elle me dit, je fais une photo. Je dis, très bien, on se voit après, parfait. Paf, elle fait une photo et elle sort. Là-dessus, se passe, je sais pas moi, 1 heure. Je présente une émission, une deuxième émission, puis la troisième émission, qui je vois arriver dans l'émission, la dame en question, qui vient de s'asseoir, et j'appelle Madame Machin, elle vient s'asseoir avec son appareil photo, et elle montre la photo qu'elle a prise dans ma loge. Alors, c'est très impressionnant déjà, parce que c'est un appareil qui détecte les ondes électriques, les chaleurs émises, tout ce qu'on peut analyser aujourd'hui grâce à l'infrarouge. D'accord. Donc, ce truc fait tout. Et sort une photo. Alors, la photo, c'est bizarre. Je suis assis, et il y avait des petites flamèches jaunes, tout petites, mais assez petites, assez jolies. Ça sort comme ça. Partout. Pas partout. Alors il y a des endroits un petit peu plus hautes et puis des endroits un peu plus petites, mais on a l'impression, ça fait assez joli. Je dis, oui, c'est très joli. Elle dit, maintenant je vais faire une photo, mettez-vous debout. Elle recule, elle prend son gros truc, paf, elle fait une photo, c'est comme un Polaroid. Elle sort la photo, on attend, on parle pendant 1 minute, elle gratte le truc, elle sort la photo, elle monte la photo, et là, j'ai des trucs qui sortent de la photo tellement il y en a, et d'une grandeur incroyable. Les énergies. C'est l'énergie. Et ça, cette énergie, puisque j'étais en train de travailler, est incroyable. Parce que, mais ça fait genre des trucs de 3 mètres. Genre. Et alors on se dit, voilà, c'est ça le truc. Les gens dans la salle m'envoient leur énergie. Moi, je renvoie la mienne. Ça se rencontre quelque part, c'est obligé. C'est la communion. Et cette communion est extraordinaire parce que c'est plus des gens, c'est un public. C'est ça. Et il y a une création qui se fait. Incroyable. Et ça, alors, ça n'a pas de prix. Oui, là, prix. tu l'as vu clairement. Alors là, on me l'a mis de noix dedans, parce que moi, je ne savais pas. Alors qu'on appelle Laura, elle l'appelle Laura. C'était pas Effet Kirlian, un truc comme ça? Je ne sais plus son nom, parce que j'ai la photo à la maison, je l'ai gardée, c'est assez impressionnant. Donc, tu as les 2 photos, celle où il y a les flamèches et après celle où il y a alors, quand on est au repos, si je veux dire, on a des petites flamèches, et puis quand on donne de soi, le chanteur, c'est extraordinaire. On donne des ondes, on envoie la chaleur, on envoie quelque chose, enfin, c'est mesurable. Excellent. C'est beau ça, hein? Ça, c'est très, très beau. Donc, tout ça existe. Alors, c'est vrai aussi, ça c'est vrai pour l'artiste, mais c'est vrai aussi entre les gens. Oui, bien sûr. Voilà. C'est vrai tout le temps. C'est pour ça que ce travail qu'on faisait pour être en harmonie avec les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il
il y a tellement des gens malheureux au travail, c'est un fléau ça. Comment être heureux au travail? Comment réussir à dépasser certains trucs? Parce que la fille là-bas, elle me gonfle depuis 5 ans, je la supporte plus, même plus. Moi, on a débrouillé des trucs incroyables. Des gens qui sont prêts à se suicider parce que l'autre fume par la fenêtre. Tu te dis, mais attendez, mais votre vie, elle vaut quand même mieux que ça, non? Oui, mais elle fume depuis 3 ans, je ne supporte pas, j'en peux plus, je vais me jeter par la fenêtre. Ouais. On arrive à amener les gens au bout pour des choses comme ça, comme une goutte qui tomberait tous les jours. Et alors, c'est la question rituelle que je pose dans cette émission. Peut-être que tu as traversé des périodes où c'était moins joyeux. Comment tu as remonté? Grâce à ce que j'ai appris. C'était ça. On parlait de la mère de mes enfants, j'ai eu la perte de mon petit frère, la perte de mes parents. J'ai enchaîné en 5 ans. Mon petit frère, je l'adorais par-dessus tout. La mère de mes enfants, on ne s'entendait pas terrible, mais au moins, je souhaitais surtout pas ça. Et ni pour mes filles qui étaient déjà tellement jeunes, et surtout pour elle qui est morte tellement tôt. Voilà. Et puis mes parents, bon, c'est plus inscrit. Mais enfin, n'empêche que de perdre sa mère, son père, c'est très très violent. C'était proche l'un de l'autre en plus. Oui, et puis mon père a été à l'enterrement de son 3e fils, et ça, c'est horrible. Donc on a eu une mauvaise... voilà. Une période difficile. Horrible, horrible. Il faut savoir les passer, il faut savoir se rappeler que nous, c'est dans pas très longtemps, et que pour l'éternité du temps, c'est même que dalle, c'est demain. Donc tout ça, c'est relatif, et que chaque journée est une belle journée, et que de se rappeler qu'un oiseau, c'est magnifique, qu'un rayon de soleil, c'est magnifique, de respirer, c'est magnifique, de voir une fille sourire, d'être émerveillé par des choses à chaque fois renouvelées, eh bien ça donne un sens à une vie. Sinon, c'est une succession. Sinon, si on voit le côté négatif, j'ai encore fait 1 heure de ci, des gens se plaignent énormément en France. On se plaint tellement trop en France. Il faut un peu visiter d'autres pays pour comprendre que, mais alors dis donc, il ne faut pas habiter Tokyo, les Français. Vous n'avez pas le droit d'eux, pas le droit d'eux, pas le droit d'eux, pas le droit d'eux. On parle de liberté. La Chine, j'en parle pas. Enfin bon, nous, on vit dans un des plus beaux pays du monde, etc. Mais qu'est-ce qu'on est malheureux. On entend les gens se plaindre tout le temps. Et je crois que c'est plus une mentalité, ça devient une mentalité, une sorte d'habitude, plus que d'une véritable réalité. Il y a du malheur dans notre pays, bien sûr, mais il est moins important que les pleurs. C'est-à-dire que quand on parle dessus, on en rajoute, on rajoute tout le temps. Donne les Finlandais, les Suédois Suédois sont beaucoup plus optimistes, Danois. Il faut parier sur la jeunesse, il faut parler sur l'avenir. Et je vous disais, l'oiseau, le soleil, la vie, les femmes, les hommes. Nourrir ce qui va bien. Voilà. Il faut s'enrichir de choses qui vont bien, parce qu'on va tous finir pareil, de toute façon.